On devrait presque considérer que faire du business avec la médecine, c'est du pénal. On va en prison pour ça. Quand un système arrive au bout, qui sent qu'il va perdre le pouvoir, il devient de plus en plus fou. Il veut contrôler de plus en plus. La Révolution française est une révolution, une révolte fiscale. C'est la bourgeoisie qui se révolte contre le roi et contre les nobles parce qu'ils ne veulent plus payer d'impôts. Donc on utilise le peuple pour aller tuer le roi. Regardez ce qui se passe actuellement. On va marchandiser le carbone alors qu'on sait très bien que cette histoire de réchauffement, quand on voit les climats dans les siècles, on voit bien qu'à l'époque du Christ ou en l'an 1000, il faisait 3 degrés plus que maintenant, on n'est pas mort. L'humain et la médecine sont absorbés, broyés. Et en même temps, moi j'ai un espoir profond du fait que je pense que les humains commencent à se rendre compte de ce qu'on leur raconte comme histoire, commencent à réaliser ce qui s'est passé. Il y a plein d'études qui sont sorties qui disent que les gens qui ont une vision spirituelle du monde sont beaucoup moins malades, que les gens qui prient régulièrement ont 50% de maladies en moins. Alors moi je suis médecin homéopathe, j'exerce depuis plus de 40 ans. J'ai beaucoup travaillé sur le sens des maladies, sur la symbolique des maladies, et j'ai mis au point une vision que j'ai appelée la médecine du sens pour essayer de comprendre le sens des maladies, de ce qui nous arrive et de tous les événements du monde, de toute l'histoire. Et c'est vrai qu'on a été plutôt... ce qui nous est arrivé ces derniers temps a été très dense au niveau sens, au niveau compréhension. Voilà. Et puis ces dernières années, je suis beaucoup investi aussi par rapport à cette crise pour essayer à la fois défendre les soignants et puis d'apporter une voie différente et quelque chose aussi de rassurant puisque on a vécu dans une stratégie de la peur et que c'était important d'être plus rassurant et aujourd'hui avec le recul on se rend bien compte que comme l'a très bien dit Pierre Chaillot, on n'a pas de surmortalité donc on a eu quelque chose, c'est clair. Moi j'aime bien essayer de prendre un peu de recul sur ce qui se passe. Et c'est vrai que beaucoup de médecins, beaucoup de soignants ont été complètement surpris de ce qui s'est passé, de la violence des positions guerrières auxquelles ils ont été soumis, de l'interdiction de soigner, de cette forme de prise de pouvoir sur les populations et sur la liberté. Mais moi, en tant que médecin homéopathe, j'ai pas du tout été surpris parce que ça fait 40 ans que je vois ça. Ça fait 40 ans que je vois la mainmise à la fois de Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique, de la grande finance et des politiques internationales sur la santé, sur les citoyens. Et ça ne m'a pas surpris. Mais je dirais que là, au lieu de s'attaquer simplement à certaines branches de médecine alternative, ils sont attaqués à la totalité de la médecine. Donc moi, je n'ai pas été surpris. Et je pense que ce qui se passe maintenant, ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps. Je dirais que ça a commencé il y a un siècle, voire 2 siècles. On est au bout d'une histoire et on voit que c'est tout ce système qui se met en place qui arrive un petit peu à son accomplissement. Ça a commencé beaucoup avec le rapport Fleischner dans les années 1910. Rockefeller, John Rockefeller, le vieux Rockefeller, à la fin de sa vie, un peu pour tenter de se rattraper de ce qu'il a fait, puisque on les appelait les barons voleurs. Hein. Donc il a vraiment accumulé une fortune absolument colossale avec des modes de fonctionnement qu'on retrouve aujourd'hui, hein, les conflits d'intérêts, la corruption, l'élimination de la concurrence, etc. À l'époque, on dit même de Rockefeller que c'est l'homme le plus détesté des États-Unis. Mais à l'époque, il y a encore une presse. Il y a une journaliste qui va s'opposer à lui et qui va le terroriser, littéralement. Et il est tellement terrorisé qu'il va devenir complètement paranoïaque, il va s'enfermer à 50 ans, il perd tous ses cheveux, ses sourcils, tout. Et donc, il est face aux conséquences de ce qu'il a fait pendant 30 ans. C'est-à-dire, il a détruit toute la concurrence. Et donc, à un moment, il va se dire, je voudrais essayer de me rattraper. Il va confier au révérend Gates et à son fils John Rockefeller Jr. Le soin de faire une fondation, la fondation Rockefeller. Et d'ailleurs, ils sont en concurrence avec la fondation Carnegie qui fait un peu la même chose. Carnegie, c'est le mania de l'acier. Vous savez, il y a le Carnegie Hall et le Rockefeller Center. Et donc, ils vont essayer de mettre au point une vision de la médecine grâce à Abraham Fleischner, qui va faire le rapport Fleischner, où on va essayer de
changer complètement de vision du monde. C'est-à-dire que avant, et l'homéopathie au 19e siècle et au début du 20e siècle était très présente aux États-Unis. D'ailleurs, le vieux Rockefeller se soignait lui-même par homéopathie. Et donc, on va partir de changer d'idée, on va quitter l'idée d'un médicament pour une personne, comme c'était en homéopathie, à un médicament pour une maladie. Et c'est-à-dire, on va essayer de standardiser. Dès que Rockefeller a une fortune absolument colossale, à l'époque, une formule qui équivaut à peu près à 400 milliards de dollars, et il va dire avec cette formule-là, avec cette fortune-là, je vais essayer de créer Big Pharma pour essayer que la médecine devienne rentable. Voilà. Donc, la médecine de base, ce n'est pas un business, ce n'est pas une science, c'est un art au croisement de plusieurs sciences. Une science biologique, une science anatomique, une science physique et une science et une philosophie. Et la médecine, c'est une rencontre de ces arts. Hein. C'est un art à la réunion de plusieurs sciences. Et là, effectivement, là, on rentre dans une autre idée. L'idée, c'est de dire, ben, on va essayer de faire de l'argent, le plus d'argent possible. Donc, on va essayer de prendre un médicament qui va être pour une maladie. Voilà. C'est-à-dire que vous avez beau être différents les uns les autres, ce sera le même médicament pour tout le monde. Ça fait penser à ce que disait Ford. Il disait, vous pouvez choisir n'importe quelle voiture à condition qu'elle soit de modèle T, de couleur noire. Et donc, on va standardiser ça. Et pour standardiser ça, il va détruire tout ce qui est des médecines beaucoup plus subtiles, l'ostéopathie, la phytothérapie, l'homéopathie, l'utilisation des ondes, l'utilisation des vitamines, l'utilisation de tout ça qui font concurrence. C'est le même principe d'élimination de la concurrence que l'on voit ici partout. On va supprimer les molécules actives parce qu'elles vont empêcher de faire d'autres business, etc., etc. Donc ça se met en place à ce moment-là, rapport Fleischner 1910-1920, et donc on va essayer de faire de l'argent. Et on est dans le début de ce système-là, qui aujourd'hui triomphe totalement, c'est-à-dire les humains ne sont plus importants, ce qui compte c'est le business. Plus on fait d'argent, mieux c'est, et ça c'est l'idée générale de l'industrie pharmaceutique, et la médecine est aujourd'hui complètement trustée par l'industrie pharmaceutique, et par l'industrie financière, et aussi par l'industrie du numérique qui vient verrouiller pour arriver à ça. Donc on est dans ce contexte-là. Et la crise actuelle n'est que l'aboutissement final de ça. Et alors, quelque part, j'ai envie de dire que les gens honnêtes qui vivaient dans une confiance ont réalisé avec cette crise le niveau, l'ampleur de la manipulation. Mais ce n'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. Et avec le rapport Fleischner, on détruit presque la totalité des écoles de médecine aux États-Unis pour standardiser avec des protocoles pour arriver au niveau actuel, ce qu'on appelle la protocolisation, qui est une véritable catastrophe en matière de médecine. Et donc on n'a plus, on voit l'humain disparaît derrière l'argent qu'il pourrait rapporter. L'humain disparaît derrière le business, et donc on voit bien là que tout est fait pour cette chose-là, avec des profits et des sommes absolument colossales, des budgets globaux de manipulation mondiale de 1000 milliards par an, et voilà la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui. Et avec un business qui est un business de la peur, c'est clair. Le médecin par le passé était la personne centrale. Hein, au 19e, au 20e siècle, pendant longtemps, le médecin était la personne centrale et elle était en lien avec le patient qui était la personne centrale devant le médecin. Et donc il y avait une relation médecin-patient qui était la relation, la base des choses. Et le médecin avait comme objectif l'intérêt unique du patient et le patient faisait confiance au médecin et c'était ce duo qui fonctionnait, la relation médecin-patient. Et puis on a bien vu avec le fait qu'on a interdit aux médecins de prescrire, à quel point cette relation a été massivement attaquée. On a dit, voilà, c'est pas ça, mais on va vous dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la standardisation a envahi la totalité et les médecins ont été éliminés. C'est pas pour rien qu'on a créé Laissons les médecins prescrire. Enfin, qui a été créé, Laissons les médecins prescrire, pour dire justement, là, bon, aujourd'hui le médecin disparaît derrière des potentiels prescripteurs informatiques, etc. Mais il faut bien voir qu'à travers tout ça, il n'y a plus aucun intérêt du patient, ça n'existe plus. L'humain disparaît derrière le business. Et c'est quelque chose que l'on voit se généraliser dans notre société aujourd'hui.
Oui, le 15 septembre 2021, j'ai choisi de me suspendre puisque je n'ai pas accepté des injections expérimentales. Donc j'ai arrêté d'exercer en tant que médecin le 15 septembre. Et j'ai participé aussi à la création du syndicat Liberté Santé pour défendre tous ces soignants. Et effectivement, j'en profite pour dire clairement, les soignants suspendus ont besoin qu'on les aide. Et il y a différentes structures comme le syndicat Liberté Santé ou les Essentiels à qui vous pouvez faire des dons pour aider les gens qui sont suspendus et qui, depuis bientôt 600 jours, n'ont plus aucun moyen. C'est quelque chose qui va marquer l'histoire. Comment a-t-on pu oser refaire une chose pareille à l'époque où l'esclavage ou le servage a été aboli depuis longtemps, mais on revient dans des techniques de mode terroriste, en quelque sorte, un chantage terroriste. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai l'âge de la retraite. Donc je me suis mis en retraite et voilà, je suis mis en retraite, j'ai pas une famille nombreuse à vivre et puis j'ai eu d'autres activités, j'ai fait des livres, etc. Donc, mais je crois que si j'avais 40 ans et 5 enfants, j'aurais été en grande difficulté. Il y en a qui se sont retirés, il y en a qui se sont débrouillés et effectivement, ça a été très difficile. Et ceux qui avaient un peu d'argent de côté ou ceux qui avaient des familles pour les aider ont pu s'en sortir. Mais ça a vraiment été très difficile. Il fallait avoir les reins solides, en quelque sorte, hein, pour pouvoir se sortir de ça. Alors, je pense que ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Ces deux médecines ont des champs d'application qui sont différents et complémentaires. C'est clair que si j'ai un accident, j'ai une jambe cassée ou si je suis blessé, bah, je vais faire appel à la médecine conventionnelle parce qu'elle va être infiniment plus efficace pour me réparer mon os ou pour me réparer ma blessure. Et la médecine moderne a des capacités aujourd'hui très très importantes à soigner et à changer des pièces et à tenir les gens assez longtemps. L'homéopathie, elle a une action infiniment plus efficace au niveau de la prévention, de la rééquilibration, et à long terme, je pense que elle pourrait couvrir 80% du champ médical. Mais les 20% restants, qui sont les cas graves, eh bien la médecine allopathique est essentielle. Mais effectivement, tout ce qui est la prévention, l'enfant, etc., la rééquilibration des gens d'une façon générale, l'homéopathie est tout à fait remarquable. Il y a une chose qui est importante, c'est que, et on l'a bien vu avec ce qui se passe, il y a deux visions fondamentales du monde qui s'opposent dans cette histoire-là. Et je le raconte un peu en opposant Pasteur et Claude Bernard. Parce que ce sont deux contemporains. Hein, ils ont vécu approximativement à la même époque. Et avec deux visions du monde qui s'opposent. Une première vision qui est celle de Pasteur, qui consiste à dire le monde extérieur est dangereux. Ce sont les microbes qui sont responsables de ce que nous vivons, de nos pathologies. Derrière, ça sous-entend que l'humain pourrait être parfait et que le monde extérieur serait dangereux. Donc c'est une vision qu'on va qualifier de paranoïaque. Paranoïaque égale la peur, égale ce que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire quand on va dans ce sens-là, le microbe est responsable de la maladie, il faut attaquer les méchants microbes avec des vaccins, avec des antibiotiques, avec tout ça. Voilà, ça c'est une première vision. L'autre vision, qui est celle de Claude Bernard, où on a vu Béchamp, et Hahnemann est dans cette vision-là, mais toute la médecine ancienne, ayurvédique, acupuncturale, chinoise, etc., et tibétaine, est dans cette vision-là, c'est-à-dire ce qui compte, ce n'est pas l'agression extérieure, mais le terrain du sujet. Et Claude Bernard résumait bien ça en disant « la maladie n'est rien, le terrain est tout ». Donc, soit j'essaie d'aider le terrain, d'équilibrer le terrain, les humains vont résister infiniment mieux à toutes les maladies, et la plupart des maladies vont pouvoir être naturellement surmontées. Je veux dire, la médecine classique va s'occuper du reste, quand ça craque et quand on n'a pas réussi à surmonter. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'à la fin de sa vie, Pasteur a dit à son ami Renon, parce que Pasteur écrivait beaucoup, donc on a beaucoup d'informations sur ce qu'il a fait, il a dit « Claude avait raison ». Je me suis trompé, Claude avait raison. Mais personne n'a été dire chez tous les pasteuriens qu'effectivement il s'était trompé et que la solution n'était pas dans le microbe extérieur.
Et même si on apprend en médecine qu'aucun microbe n'est spontanément pathogène, on va aussi défendre l'idée que ce sont les microbes qui sont responsables des maladies. Donc on a ces deux visions fondamentales. Une vision de type paranoïa qui fonctionne sur la peur et où il faut attaquer. Et ça, j'ai envie de dire, il y a une sorte de conciliation d'intérêts entre les gens qui ont peur et les gens qui disent « vous avez peur, ça tombe bien, on va se faire beaucoup d'argent avec ». On voit bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit on va générer la peur et grâce à la peur qu'on va générer, on va se faire beaucoup d'argent et on va vous contrôler tous. On va générer un contrôle mondial grâce à cette peur. Mais cette peur, on l'a distillée, instillée depuis un siècle, 2 siècles. Pour arriver à cette situation-là. Et de l'autre côté, on a une vision qui est beaucoup plus humaniste, qui est la vision de Claude Bernard, de Hahnemann, des médecines traditionnelles, et qui est « renforçons le terrain ». C'est pour ça qu'on voit bien, sur le site de l'OMS, avant, il y avait tout un chapitre sur l'immunité naturelle. Et puis après ça, il y avait l'immunité naturelle acquise par l'expérience de la vie, et puis il y avait l'immunité artificielle générée par les vaccins. Et on a vu sur le site de l'OMS que le chapitre sur l'immunité naturelle avait disparu. Comme si d'un seul coup, ça n'existait plus. Ça existe depuis quelques centaines de milliers d'années, mais d'un seul coup, quand on vend des injections, ça a disparu. Donc les humains sont incapables de se débrouiller sans être injectés, sans être aidés en permanence, sans avoir des béquilles thérapeutiques en permanence, ce qui est complètement faux. Donc on est dans ces deux visions-là. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que ces deux visions-là vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire la vision naturelle d'équilibration, elle tient dans la foi dans l'être humain. J'ai confiance dans l'être humain, je pense que l'être humain est capable d'avancer, de progresser et de se défendre. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et dans ce mode-là, qui est un mode naturel, on va considérer, comme le dit très bien l'homéopathie, que l'humain est au centre de la création et qu'il a autour de lui, dans la nature, toute la bibliothèque, toute la pharmacie des remèdes qui pourraient lui être donnés d'utiliser un jour ou l'autre. Et Hahnemann avait bien compris ça en disant, voilà, tous les troubles que vous pouvez avoir, eh bien, il y a dans la nature un médicament, puisque nous sommes faits sous la même règle, qui est capable, le cas échéant, d'être le médicament de ce qui va pouvoir vous arriver. Donc, dans cette vision-là, l'humain se met en harmonie, en équilibre avec la nature, il respecte la nature parce que personne ne va détruire la chose qui peut un jour le sauver. Donc on va respecter la nature, on est naturellement dans une vision écologique du monde, on est naturellement dans une vision respectueuse du monde, et c'est une vision qui est aussi beaucoup plus rentable dans le sens où elle coûte beaucoup moins cher, elle dépense beaucoup moins, elle abîme beaucoup moins, et elle l'amène à l'équilibre. Ça, c'est une des visions. C'est celle que j'ai défendue et c'est celle auquel je crois profondément. Et c'est une vision qui croit dans l'être humain. C'est une vision, je dirais, croyante. L'autre vision, une vision peureuse. Peureuse et utilisatrice du monde. C'est-à-dire, je ne crois pas dans la qualité du monde, je ne crois pas dans le fait qu'il faut faire attention au monde, mais tout est utilisable. Tout est marchandisable. Vous voyez, on arrive au stade où tout se marchandise. Avec le fameux subprime, on a fait des prêts, puis vendu des prêts, revendu des prêts. Tout est marchand. Regardez ce qui se passe actuellement. On va marchandiser le carbone, alors qu'on sait très bien que cette histoire de réchauffement, quand on voit les climats dans les siècles, on voit bien qu'à l'époque du Christ ou en l'an 1000, il faisait 3 degrés plus que maintenant, on n'est pas mort. Et il n'y avait pas de gaz carbonique, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est complètement faux. Là, on voit juste une pointe qui est en train de se faire maintenant, mais on sait qu'il y en a eu des tas de pointes depuis très longtemps. Il y a eu des périodes très froides en 1500, où on a eu l'âge glaciaire, on a fait tous les glaciers qui fondent maintenant, et on a eu une période en l'an 1000, il faisait très chaud, à l'époque du Christ, il faisait aussi très chaud, on a eu des périodes plus froides entre deux. Voilà, donc on sait ça. Donc, mais on va marchandiser ça. On va marchandiser l'eau. On va marchandiser les êtres humains. Vous voyez, sur les marchés financiers, qui sont... je veux dire, les marchés financiers, c'est les temples de la destruction de la planète. C'est l'idée générale de dire tout se vend, les humains se vendent, on a perdu le sens de l'âme des humains. On a perdu le sens du sacré des humains. On peut tout vendre. On voit maintenant avec les trafics d'organes, les trafics d'enfants, les trafics de tout. Vous travaillez dans une salle de marché, vous voyez que ça va monter, hop, vous faites monter le prix des céréales, vous en foutez qu'il y ait des millions de morts derrière parce qu'il va y avoir des famines. Mais on est dans cette marchandisation totale. Et donc ça, c'est l'autre côté.
La marchandisation, on fait de l'argent avec absolument tout. Tout peut se mettre sur le marché, tout peut se mettre en action et tout peut se vendre. Et à commencer maintenant, et de plus en plus pour les humains. Ça, c'est ce que l'on voit de plus en plus. On est là dans une perte fondamentale de ce que pourraient être les valeurs. Il y a une dégénérescence complète de ce que pourraient être les valeurs, ce qui est l'essence de la vie et ce qui est l'essence de l'être humain. Et ça, je pense que c'est très important. Et tout ça, c'est nourri par cette idée générale du profit. Faire de l'argent, toujours faire de l'argent, toujours faire de l'argent. Un jour, j'avais fait un congrès, puis j'avais montré une image où il y avait la terre, et puis on la mettait dans une espèce de truc qui la broyait, et à la fin, ça sortait en dollars. Voilà. Et on est dans cette idée-là. Et sur ces deux idées-là, c'est pour ça que la vision pasteurienne, j'appelle ça la catastrophe pasteurienne. Indépendamment du rôle des microbes que l'on connaît, ce que ça a généré comme vision du monde est une catastrophe. Et je pense aussi que cette vision du monde, elle s'intègre dans une vision beaucoup plus large, qui a commencé, à mon avis, si on se replace au niveau historique, la Révolution française est une révolution, une révolte fiscale. C'est la bourgeoisie qui se révolte contre le roi et contre les nobles, parce qu'ils ne veulent plus payer d'impôts, donc on utilise le peuple pour aller tuer le roi, mais quelque part, c'est la bourgeoisie qui se révolte et qui veut prendre le pouvoir. Donc, et qui ne va pas hésiter à massacrer, quand on voit comment ils ont massacré 100 000 Vendéens, donc c'est une chose horrible, on imagine la Révolution française, non. Ça, c'est le début de la prise de pouvoir par le système financier. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la constituante, la première assemblée révolutionnaire, quelle est la première loi qu'elle va voter? Vous pensez que c'est l'abolition des privilèges? Vous pensez que c'est l'égalité entre ci et ça? Non, c'est l'autorisation de l'usure. Dans le droit de faire des prêts avec intérêt. Chose qui avait toujours été refusée aux catholiques parce qu'on considérait que c'était faire prêter de l'argent avec un intérêt, ce qui est la base du système financier, c'est le début de la main qui s'enfonce dans l'engrenage de l'esclavage financier, dans lequel on est complètement maintenant, quand on voit que la France a 3 000 milliards de dettes, c'est affolant, quoi. On a créé de la dette artificiellement, on sait bien qui a fait ça, c'est clair. Et donc, c'est le début de cette phase-là. Et c'est ça, quand je dis que ça a commencé il y a 2 siècles, c'est ça. Après ça, on va saisir les idées de Pasteur comme une occasion d'eux. Mais le grand système, là, il se passe 2 choses fondamentales dans l'histoire de l'humanité. La première, c'est qu'on invente la machine à vapeur. Donc, on arrête de faire des métiers à tisser chez les gens qui ramènent leur rouleau de trucs au défilé, mais on va faire des usines à grande quantité. La machine à vapeur est inventée au XVIIIe siècle en Angleterre, puis elle arrive dans l'ensemble de l'Europe. C'est le début de l'ère industrielle, c'est l'accumulation d'énormes fortunes qui sont encore plus possibles, autorisées, parce qu'on va mettre le système financier qui va permettre de faire ça et d'accumuler des monstres. D'ailleurs, Mayer Amschel Rothschild, le fondateur de la dynastie, disait « Donnez-moi le pouvoir de battre monnaie, et peu importe qui fera les lois, parce que c'est moi qui ferai les lois. » Donc, j'ai l'ère industrielle, j'ai l'outil financier, et ce système monstrueux est en train de se mettre en route jusqu'à prendre le contrôle sur le monde aujourd'hui où les États ont l'impression que les chefs d'État, c'est des marionnettes maintenant gouvernés par le système financier. Donc c'est tout ce système-là. Et l'humain et la médecine sont absorbés, broyés et déniés, neutralisés dans ce système-là, pour arriver au système auquel on est maintenant. Alors effectivement, on a les fameux barons voleurs avec Rockefeller, etc., tous les Carnegie, etc., qui ont fait l'industrie, qui ont créé des fortunes colossales, y compris le pouvoir. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y avait Andrew Jackson, parlait des banquiers, le président américain Andrew Jackson, et parlait des banksters. Et il disait, moi j'ai fait une chose dans ma vie, j'ai tué la banque. D'ailleurs, il rembourse la totalité des dettes de l'État américain aux banques, et les banques vont mettre 70 ans à s'en remettre pour reprendre du pouvoir sur l'État américain. Elles ont réussi, et elles vont reprendre un petit peu à la fois, mais Eisenhower, quand il quitte le pouvoir, il dit « Attention, ces pouvoirs sont extrêmement puissants, sont en train de prendre le pouvoir aux États-Unis, et ça pourrait être extrêmement dangereux. » Kennedy, 10 jours avant d'être assassiné, il met en garde contre ce pouvoir militaro-industriel, complexe militaro-industriel, qui devient aujourd'hui militaro-industriel et aussi technologique et biopharma.
Et donc on a tout ce système-là, on sait que ce système prend le pouvoir, et il le dit. Et d'ailleurs, 10 jours après, Kennedy est assassiné parce qu'il s'oppose à ça. Et on a Lincoln aussi a été assassiné parce qu'il s'opposait à ça. Et voilà. Donc on a tout ce pouvoir-là qui envahit le monde de plus en plus, et on est face à ça aujourd'hui. Il ne faut pas être naïf, quoi. On est, après ça, on nous raconte ce qu'on veut, et on nous raconte des tas de belles histoires. Et là, voilà, quand je dis que ça a commencé il y a 2 siècles, c'est ça que je veux dire. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on vit une période absolument passionnante, parce que si on regarde bien, on voit bien que avec alors c'est intéressant quand j'ai mis en place ma vision du monde, enfin la vision pour voir les choses, ce que j'ai proposé, qui est un modèle. Hein. Un modèle n'est qu'un modèle. C'est théoriser est toujours une gageure, parce que quand on théorise, on limite, mais en même temps il faut bien proposer un canevas. Et donc j'avais dit que dans le système de vision, on avait l'équilibre, les maladies aiguës, les maladies chroniques, le transgénérationnel et le monde. Et j'avais dit qu'au-delà d'un certain niveau, on passait au stade du monde, et quand on transformait sa souffrance personnelle en une idéologie, eh bien on passait à la politique au monde. Et j'avais mis la politique, le monde, la guerre et les épidémies. Vous voyez, les guerres et les épidémies, on les voit en même temps là. On arrive à ce stade-là. Et donc on arrive fondamentalement dans ce niveau-là. Et je pense que même si on va un peu plus loin, on est à la fin d'un cycle. Et ce cycle est un cycle qui a commencé il y a 500 ans avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et avec la colonisation du monde. On a d'abord eu les Espagnols et les Portugais qui ont colonisé le monde, puis les Hollandais, puis les Anglo-Saxons, puis l'Amérique a colonisé la totalité du monde. Et puis ce système-là qui cherche à avoir de plus en plus de pouvoir. Michel Maffezoli dit très bien que quand un système arrive au bout et qu'il sent qu'il va perdre le pouvoir, il devient de plus en plus fou. Et il veut contrôler de plus en plus. Et il l'explique très bien. Il appelle ça le temps des soulèvements. Et il a écrit il écrit des livres absolument d'une clairvoyance extraordinaire, cet homme. Et donc on est à ce stade-là, et on voit bien avec toutes les guerres qui se passent, on ne prendra pas parti, parce que pour moi, ce sont des convulsions d'un monde en changement. Des convulsions d'un monde qui arrive à la fin d'une ère, qui est la fin de l'ère coloniale. Le plus grand pays colonial aujourd'hui, c'est les États-Unis, et on va peut-être quitter ce système-là pour arriver dans un monde multipolaire, et ce qui serait peut-être une bonne chose, mais on change d'une ère. On est en train de changer d'ère. Il y a eu les 500 ans de l'Empire romain, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu notre ère a commencé vers 500, et voilà, on est en train de changer de monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et peut-être que ce monde que l'on a eu était un monde qui a fonctionné par la colonisation, puis par le funeur financier et le pouvoir militaire. Enfin, le pouvoir militaire a toujours existé, mais vous voyez, je pense qu'on arrive... Il faut essayer de se placer dans une perspective de cet ordre-là, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. La symbolique des maladies, en fait, l'idée générale, c'est chaque être humain cherche à s'accomplir. On a un corps qui est notre outil, qui va nous permettre de vivre, de respirer, de manger, de dormir, et que ce corps va nous aider à nous accomplir. Mais que ce corps, il peut tomber malade, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des difficultés. Mais l'idée générale, c'est de toujours interpréter tout ce qui nous arrive comme étant des messages. Jung disait, vous ne guérirez pas de vos maladies, mais ce sont vos maladies qui vous guériront, ou bien c'est l'effort que fait l'être humain. La maladie est l'effort que fait l'être humain pour tenter de se guérir. Bon, c'est évident que si je me brûle, mon corps va enlever ma main tout de suite et va tenter de me guérir, et là on va le comprendre. L'intérêt, c'est de comprendre toutes les maladies comme étant des signes d'une tentative du corps de s'équilibrer. Alors tout le monde va le concevoir. Si vous prenez quelque chose qui est pas bon, vous vomissez, vous avez une diarrhée, ou si vous mangez en étant trop stressé, vous risquez de réagir. Voilà, tout le monde va le comprendre à ce niveau-là parce que c'est évident. Mais quand on réfléchit bien, c'est beaucoup, beaucoup plus large. C'est-à-dire que ça peut s'appliquer à peu près tout. Tous les secteurs de la vie, les enfants sont souvent malades parce qu'ils sont en apprentissage, ils ont un système de croyance qui va évoluer pour un autre système de croyance, on les voit bien, il y a un truc nouveau, hop, ils tombent malades, hop, on les aide, hop, ça repart, et ainsi de suite. Vous voyez, on a un système comme ça. On sait aussi les gens qui prennent le temps d'avoir une vision réflexive sur eux, voient très bien que dans quelles circonstances ils tombent malades. On n'a pas une sciatique, un problème d'estomac, un insomnie, une migraine, comme ça qui vous tombe du ciel, parce qu'on est dans une situation de tension et que le corps envoie des messages d'alerte et toujours essayer de voir les choses comme une tentative de rééquilibration.
comme une tentative de solution. Il y a une sorte de veille corporelle. Notre corps veille en permanence. Alors on va le comprendre parce que si vous marchez sur du dur, vous allez faire de la corne au pied. S'il y a beaucoup de soleil, vous allez bronzer, etc. Tout ça, ce sont des modes adaptatifs. Mais donc cette veille corporelle est là en permanence, et elle est là en permanence pour tenter de nous rééquilibrer. Et la vision de la médecine du sens, c'est chaque chose qui arrive a un sens, qui est le sens de tenter de nous rééquilibrer. Et la maladie fait intimement partie de la bonne santé, comme la nuit fait intimement partie du jour. Vous devez dormir la nuit pour pouvoir vivre le jour. Vous avez besoin d'être malade pour vous rééquilibrer régulièrement, et pas seulement pour vomir quelque chose de mauvais que vous avez mangé. Et donc ça se voit dans tous les secteurs de la vie. Quand on arrive à voir les choses comme ça va beaucoup mieux. Et la fonction du médecin, c'est d'accompagner, de veiller au grain et d'être capable d'intervenir quand il y a un gros incident de façon à sauver la vie, à rééquilibrer. Pas faire la chose à la place de, à accompagner, encourager la rééquilibration perpétuelle. Et des fois, il doit intervenir massivement. Vous avez eu un accident, il y a une valve cardiaque qui est cassée, il faut la changer, etc. Donc là, on fait des grosses interventions massives. Mais l'objectif fondamental est toujours d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et je me suis intéressé à ça avec les années parce que, d'abord, je me disais, mais c'est pas normal, quand on tombe malade comme ça, c'est pas logique. Et puis après ça, les gens me disaient, mais pourquoi je tombe malade? Qu'est-ce qui se passe? Et puis en parlant avec eux, moi j'ai peut-être soigné 30 ou 40 000 personnes. Et donc en parlant, je me suis rendu compte des choses. Et donc j'ai essayé de mettre au point ça, mais la vision que j'ai n'est pas nouvelle. Je l'ai peut-être remis plus au goût du jour, ou je lui ai apporté d'autres choses, mais Hahnemann avait cette vision-là, la médecine ayurvédique a cette vision-là, la médecine chinoise, l'acupuncture a cette vision-là aussi, du corps qui cherche à se rééquilibrer. Souvenez-vous, chez les Chinois, on allait chez son médecin aux 4 changements de saison pour se rééquilibrer, et on payait son médecin. Par contre, si on tombait malade le reste du temps, on ne payait pas, puisque le médecin avait à vous rééquilibrer. Donc on avait parfaitement compris qu'il y a la recherche de l'équilibre, la philosophia, la recherche de l'équilibre. D'ailleurs, on va faire avec Ariane Billerand bientôt un séminaire sur médecine et philosophie, parce que c'est la même chose en quelque sorte. Tout médecin est philosophe, tout philosophe quelque part est médecin. Et les deux vont ensemble. C'était l'idée d'Hippocrate. Et donc, on a décidé de faire ceci parce qu'il y a un effondrement de la philosophie. À part Giorgio Agamben et Ariane Billerand, il n'y a plus personne, quoi. Les philosophes, on a des philosophes de plateau que je ne nommerai pas. Et en matière de médecine, c'est vrai qu'on a une perte. On fait des choses qui étaient interdites par Nuremberg, par des choses comme ça. Donc on a une perte de... Voilà, donc il faut essayer de revenir aux essentiels. Et l'essentiel, c'est une médecine centrée sur l'être humain, une médecine qui cherche à comprendre ce qui se passe. Et quand vous cherchez à comprendre en écoutant les messages du corps, c'est ça que j'appelle la médecine symbolique, c'est j'écoute les messages de mon corps. Et pas seulement parce que je vomis, parce que j'ai trop mangé, ce qui est une évidence. Je les écoute autrement, dans toutes les subtilités, pour perpétuellement être attentif à moi-même et pouvoir me rééquilibrer avec le médecin qui est là et qui aide, et comme j'ai dit, qui veille au grain de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incident grave. C'est à la fonction du médecin d'être là comme une sorte de sécurité. Il y a énormément de moyens de rééquilibrer les gens. Il y a énormément de moyens. Il y a d'abord une hygiène de vie, une manière de vivre. Une manière de vivre en prenant soin de soi, en mangeant correctement, en mangeant pas de la gentle food ou des produits multi-transformés, en mangeant des produits naturels sans produits chimiques. Voilà, on a une diététique qui soit équilibrée. Après ça, on a une hygiène de vie à fonctionner. Quand on voit les enfants qui sont assis toute la journée, alors qu'on sait qu'un enfant, régulièrement, on devrait le mettre sur des trampolines, et toutes les heures, ils doivent faire 10 minutes de trampoline pour défouler leur énergie. Après ça, ils apprendraient mieux. Donc, il y a une physiologie de l'être humain qui est importante à respecter et qui va lui permettre d'être en santé. Et puis il y a aussi un équilibre psychologique. C'est-à-dire il faut faire attention à maintenir un équilibre psychologique, c'est-à-dire à être capable d'affronter les difficultés que l'on a rencontrées, parce que la vie va toujours nous présenter des difficultés. Et maintenir un équilibre donc d'alimentation, de vie physiologique, équilibre psychique, ça va permettre
Et derrière ça, on a aussi l'autre dimension, qui est la dimension supérieure, la dimension de l'âme. On sait très bien qu'il y a plein d'études qui sont sorties qui disent que les gens qui ont une vision spirituelle du monde sont beaucoup moins malades, que les gens qui prient régulièrement ont 50% de maladies en moins. Donc il y a aussi une autre dimension. Et c'est l'équilibration de toutes ces dimensions qui va permettre de rester en santé ou d'être capable de se remettre. Parce que régulièrement, on va avoir des moments où on va chuter, hop, on se relève. Et toutes ces techniques-là, on les trouve dans les médecines naturelles, dans l'acupuncture, dans la médecine chinoise, dans l'homéopathie, dans la phytothérapie, dans l'ostéopathie, dans la médecine des vitamines, tous les traitements de thérapie, de psychologique. On a l'ensemble, on a tous ces éléments-là qui existent autour de nous aujourd'hui et qu'on peut utiliser. Là, on a abondance de choses. Je pense que notre société aujourd'hui est dans un très très grand état de déséquilibre, parce qu'elle est complètement manipulée, trustée et exploitée. On voit bien l'exploitation du monde, l'exploitation financière, l'exploitation générale et économique, industrielle, à la fois des humains et de la nature qu'on détruit. Donc elle est très très fortement abîmée. Et en même temps, moi j'ai un espoir profond du fait que je pense que les humains commencent à se rendre compte de ce qu'on leur raconte comme histoire, commencent à réaliser ce qui s'est passé. Et il y a en même temps, et je le vois dans mon travail, il y a une aspiration profonde des humains à comprendre ce qui se passe. Il y a une aspiration profonde d'avoir la conscience de sa propre vie et de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Vous cherchez à avoir du pouvoir sur les autres, ou chercher à avoir du pouvoir sur votre propre vie. Je pense que c'est important d'avoir le pouvoir sur sa propre vie, d'avoir des capacités de décision sur sa propre vie. Et je sens bien qu'à la fois notre société arrive au bout de quelque chose, je l'expliquais, elle est malade sur de nombreux points, et en même temps il y a cette émergence de conscience qui est là, de souhait des gens, et j'allais dire, on les a tellement poussés loin dans l'absurde, dans la peur, dans la crainte, dans le non-sens, qu'il y a une émergence du sens, et je pense que ça c'est peut-être l'élément le plus porteur d'espoir aujourd'hui. Alors, la médecine de demain, il y a pas mal de choses. D'abord, elle va devoir se débarrasser de l'industrie pharmaceutique. Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais du pouvoir dans l'industrie pharmaceutique, c'est fondamental. La deuxième, c'est qu'elle doit revenir plus à une médecine de Claude Bernard qu'à une médecine de Pasteur. On sait le rôle des microbes, on sait ce qui se passe, on sait comment agir dessus, mais il faut revenir à une médecine du terrain. Maladie n'est rien, le terrain est tout. Donc ça, c'est fondamental. Il faudrait aussi remettre le médecin et le sujet au centre de la médecine. Ça devrait être un dogme. On devrait presque considérer que faire du business avec la médecine, c'est du pénal. On va en prison pour ça. Ah oui, mais c'est business. Ça, c'est du pénal. C'est pour les tribunaux. Vous voulez faire du business avec la médecine. Ça devrait être interdit de faire ça. Comme il devrait être interdit de faire du commerce avec les enfants. C'est clair, malheureusement, il y a des choses qui sont fondamentales dans le sens des choses. Ce qui serait très important aussi, ce serait de revoir complètement la manière dont on forme les médecins. Parce qu'on n'a pas sélectionné les médecins sur leur caractère humaniste. Évidemment, il faut avoir de la mémoire, il faut avoir un esprit scientifique, mais il faut aussi avoir un esprit philosophique. Il n'y a pas d'épreuve de philo en médecine. Il n'y a pas d'épreuve d'humanisme en médecine. Moi, je l'ai fait. À un médecin, on lui demande au départ d'être une bête à apprendre. Des choses par cœur. Alors moi, j'avais une bonne mémoire, c'était facile pour moi. Et puis, je me suis très vite rendu compte que j'ai dit, mais non, on ne peut pas faire que ça. C'est pas parce que je sais apprendre par cœur très bien que je vais être un bon médecin. Il faut que je cherche autre chose. Donc, ça va être très important d'abord que la médecine vraiment reprenne le pouvoir sur la médecine et qu'elle mette la pharmacie dehors. Et que la pharmacie soit au service de la médecine et pas à gouverner la médecine. Donc que la formation de médecine soit de cet ordre-là, qu'on réintroduise les critères humanistes, qu'on garde tout le meilleur de la médecine moderne qui a fait des choses formidables, c'est clair, mais qu'on réintroduise toutes ces médecines autres dans la formation. En Inde, par exemple, vous faites un tronc commun de médecine, 4 ans à peu près, je crois. Et puis après ça, vous choisissez médecine ayurvédique, médecine homéopathique, médecine occidentale. C'est tout. Et vous êtes dans votre spécialité. Et voilà,
Il faut rééquilibrer fondamentalement. Là, aujourd'hui, on est à 500% de Big Pharma et 100% de médecine scientifique. C'est même pas de la science, j'appelle ça du scientifisme. Et il faut ramener à plus de 50% de médecine d'équilibration. Et tout en gardant le meilleur de la médecine et tout en gardant une coopération et pas une attaque les uns des autres. Les deux doivent se tenir la main pour travailler ensemble. Moi, je pense que la médecine doit fonctionner comme ça. Elle a été comme ça plus quand j'ai commencé à la médecine. Il y avait beaucoup plus de ces médecines naturelles. Il y avait moi, je me souviens à Lille, on sortait 200 homéopathes par an. Aujourd'hui, on ne sort même pas 200 homéopathes par an dans toute la France. Formés. Donc il y a eu une destruction systématique. Et donc il faut revenir à un essentiel, et il faut revenir à une formation humaniste, il faut revenir à une formation plurielle. Il y aura énormément de travail à faire dans les facultés pour mettre dehors tous les gens qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Systématiquement. Il faudra réussir à trouver des gens qui n'en ont pas. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Et reformer des jeunes médecins avec cette idée-là, avec tout le truc merveilleux de la médecine moderne, mais toute la capacité à équilibrer des humains. Et finalement, Hippocrate disait, mais bon, c'était à son époque, il disait tout médecin devrait être astrologue ou philosophe. Voilà. Ça, c'est l'idée d'Hippocrate à l'époque, parce que l'astrologie était à l'époque cet ordre-là, mais tout médecin devrait aussi être un philosophe de la vie, devrait être un sage de la vie pour être un vrai conseiller de vie. Avoir la technique d'un côté, la sagesse de l'autre. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Et je pense qu'on est arrivé dans de tels excès que un système qui va trop loin va finir par s'effondrer, même si aujourd'hui il se débat pour essayer de garder le pouvoir à tout prix. Et c'est vers ça qu'il faut revenir, vers une médecine humaniste. Il manque de la sagesse selon toi? Ah oui, il manque absolument de sagesse. Il manque absolument de sagesse en matière de médecine. Bon, je veux dire, quand on voit, on sait qu'aujourd'hui, la quantité d'effets secondaires, la quantité de maladies iatrogènes, on sait que chez les gens, au-delà de 3 médicaments, on ne sait même plus quelles sont les interactions de médicaments. On sait qu'un nombre très important de personnes âgées meurent des médicaments et pas des maladies. On sait qu'il y a plein d'effets secondaires qu'on n'a même pas le droit de dire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que en 1900, vous aviez une chance sur 27 d'avoir un cancer dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez une chance sur 3. Est-ce que c'est un progrès ? Non, je ne pense pas. Et il n'y a pas l'idée là. Je pense que c'est le fondateur de Mythique qui, à un moment, a été voir un responsable de laboratoire et lui a dit, bah, écoutez, moi je voudrais investir dans l'idée de faire une médecine préventive pour que les enfants ne tombent pas malades et n'aient pas de cancer. Une noble idée. Et le patron du laboratoire lui dit, écoutez, je ne vais pas vous aider dans ce sens-là, alors que je gagne de l'argent avec les cancers des enfants. Là, on marche sur la tête. Et quelqu'un peut dire ça sans aller en prison. Hein. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on dit ça et quand ça sort, on va dire, ok, attention, ça c'est de l'incitation au meurtre. Donc ça vaut ce que ça vaut. C'est de l'incitation au meurtre ou c'est de la génération de meurtre. Vous voyez ? Et on manque énormément de sagesse. Aujourd'hui, la sagesse, la philosophia, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette réunion, philosophie et médecine. On manque considérablement de sagesse on a énormément besoin de ça. Je pense que la première personne vers qui je les orienterai, c'est vers eux-mêmes. Je leur dirais d'abord, écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez profondément et ce qui vous semble juste au fond de vous. Moi, je vois des tas de gens qui venaient me voir quand je pratiquais et qui me disaient « mais je sens pas ça, on me demande de faire ça, je le sens pas, je suis pas convaincu de ça ». Je dis « bah, vous n'êtes pas convaincu, vous le sentez pas. Bah, essayez de suivre votre intuition ». Alors vous me direz, tout le monde ne peut pas avoir la connaissance d'un médecin sur un certain nombre d'éléments. Et c'est la demande des sujets qui va créer la présence de ces médecins-là, qui vont être capables de faire ça. Alors il y a plein de domaines dans lesquels on peut aller voir. Plein de toutes les techniques que tu as citées sont toutes des techniques qui sont intéressantes. Et en disant toujours, et je fais toujours les précautions d'usage, savoir, attention, il y a des moments où vous allez avoir besoin de la technique dure. C'est clair. Il ne faut pas le négliger, parce que ne voir que ça, sans prendre ça c'est dangereux. Mais ne voir que l'autre, que la technique dure, sans voir l'équilibration, c'est dangereux aussi, en fait. Qui peut avoir la vision globale?
Je pense que la vision globale, ça devrait être le médecin généraliste qui devrait avoir la vision globale. Vous savez, un chirurgien cardiovasculaire qui est hyper spécialisé dans un truc, il est hyper bon dedans, il va faire des trucs incroyables, mais il n'a pas de vision globale. Il a la vision globale de son champ opératoire. Et on ne lui demande pas d'ailleurs, on lui demande d'être un hyper bon technicien dans un domaine. Mais la vision globale, elle est faite par le médecin dans toute la force profonde de ce qu'il est, le médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate, dans lequel il est d'ailleurs dit qu'on ne peut pas imposer un traitement à quelqu'un à la 3e ligne sans son accord. C'est important, le serment d'Hippocrate, c'est ça. Tous les médecins ont prêté le serment d'Hippocrate, qui reste encore d'actualité aujourd'hui. On en reparlera justement de ce serment d'Hippocrate. Et je pense que le médecin central, le médecin qui est généraliste, a cette vision globale. Et c'est lui qui est là, et c'est lui qui est le conseiller du patient, et le patient choisit son médecin parce qu'il s'entend bien avec lui, parce qu'ils ont le même objectif, la même vision du monde, et il y a différentes visions du monde, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens différents, vous entendrez mieux avec telle personne, avec telle, ce qu'on appelle l'intuitive persona, et c'est le médecin, c'est la fonction du médecin de rééquilibrer. Je pense aujourd'hui est dévoyé. D'ailleurs, les autorités ordinales ne se cachent pas pour dire que le code de déontologie n'est plus exactement le serment d'Hippocrate. C'est clair, il ne s'en cache pas d'ailleurs. D'ailleurs, on a vu, les codes ont changé. J'étais à une réunion en Belgique l'autre jour, ils montraient les différents codes qui ont bougé, qui s'éloignent de plus en plus du serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate est un serment qui est centré sur le patient. C'est l'objectif du patient, de l'équilibration du patient, l'intégrité, le respect du patient et de la vie est le centre de la médecine. Hors de là, point de salut. C'est la chose la plus importante. Et Hippocrate l'avait bien compris. Et là, quand on relit vraiment Hippocrate, il y a 28 tomes dans l'ensemble des œuvres d'Hippocrate, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il avait une conscience des choses, et j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. On l'a, le serment d'Hippocrate. Il suffit de revenir au serment d'Hippocrate pour revenir à une médecine qui soit équilibrée. On la connaît, elle a juste été dévoyée. Donc on a ça avec le serment d'Hippocrate. D'ailleurs, je plaisante un petit peu parce que Hippocrate est peut-être le premier à avoir eu l'idée de l'homéopathie. Dans les lieux du corps, dans son livre qui s'appelle Le lieu du corps, eh bien il dit ce qui donne la strangurie peut guérir la strangurie. C'est-à-dire la strangurie, c'est l'expression pour parler de la cystite, strangurie. Et donc ce qui peut donner une maladie peut la guérir. Donc il l'avait déjà dit il y a 2500 ans. Et donc Hahnemann l'a retrouvé. Hahnemann n'a pas lu Hippocrate pour le retrouver. Il l'a retrouvé d'une autre manière. Mais c'est intéressant, je dis aux gens, attention, n'oubliez pas que vous avez prêté serment à celui qui a eu la première idée des semblables qui peuvent guérir. Et donc ça veut dire que cette idée, elle est ancienne, elle est déjà depuis longtemps. Mais cette idée, elle intègre l'idée qu'il y a tout ce qu'il nous faut pour guérir et pour rester en bonne santé. À commencer par nous, par notre équilibre avec nous-mêmes, qui est un équilibre physique, un équilibre physiologique, psychologique et de l'essence profonde de l'être humain, si on ne veut pas utiliser de termes religieux, de l'essence profonde de l'être humain. Et c'est ça l'équilibre, c'est la recherche de l'équilibre, la vie. Et la médecine, le médecin, c'est celui qui accompagne l'être humain dans la recherche de l'équilibre. Il faut revenir sur les essentiels. L'essentiel, c'est très simple. C'est la vie, le respect de la vie et l'accomplissement des êtres humains. C'est ça les essentiels. Merci Marc. Et merci pour tout ce que fait Nexus, parce que la presse aujourd'hui est aussi en grande difficulté. Et Nexus est un des rares médias à garder son éthique, sa droiture et véritablement ce dont on a besoin, c'est-à-dire la connaissance et la vérité. Merci pour ce soutien, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.